Le 23 décembre 1938 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Hôtel du Nord, texte intégral. Il faut reconnaître que M. Marcel Carné, ancien assistant de M. Jacques Feder, auteur de Génie, du Quai des Brumes et maintenant d'Hôtel du Nord, a un avantage certain sur les margoulins du cinéma. Ceux-ci ne représentent que le plus grossier commerce. Monsieur Carné représente une esthétique. Les producteurs n'ont d'autre but que de spéculer sur la sottise de leur clientèle, en la dépassant même pour gagner à coup sûr. Monsieur Carné ne doit pas mépriser non plus les biens de ce monde, mais il cherche avant tout dans ses films à exprimer ses goûts, ses inclinations d'artiste. La sincérité de M. Carné me fait regretter d'autant plus de partager aussi peu justement ses goûts et ses inclinations. Son unique incursion dans la fantaisie avec Drôle de drame fut exécrable et insupportable. M. Carné appartient à l'école du naturalisme qui prit naissance pour le cinéma dans l'Allemagne d'après-guerre et qui s'est rétréci chez lui jusqu'au populisme. Hôtel du Nord fut naguère un roman du pauvre Eugène Dabitte, mort dans des conditions si suspectes pendant un voyage au pays des Soviets, dont il aurait rapporté des documents d'autant plus écrasants qu'il comptait lui-même, avant cette expérience, parmi les sympathisants communistes. Ce roman, strictement autobiographique, avait obtenu le prix du populisme en son temps. C'était, comme toutes les œuvres de cette espèce, un terne constat d'une existence mesquine dans un faubourg de Paris, avec l'accent de revendication de classe qui ne manque jamais en pareil cas. Il était impossible de porter tel quel à l'écran Hôtel du Nord, où il ne se passait absolument rien. Le businessman Janson, qui abat maintenant son scénario par semaine, a combiné autour du titre quelques aventures médiocres. Un jeune couple, las d'une existence misérable, vient se suicider dans la chambre numéro 16 de l'hôtel. Nous assistons longuement à leurs préparatifs. Nous entendons toutes les raisons bien niaises qu'ils croient avoir de dire adieu à la vie. Nous sommes parfaitement tranquilles sur l'issue de la scène. La jeune fille qui doit mourir est en effet la vedette du film, mademoiselle Annabella. On ne l'a pas payée à des tarifs américains pour la faire disparaître dans le premier quart d'heure de la projection. Elle en réchappe en effet grâce à un donneur de sang qui habite l'hôtel même. Quant à son compagnon de suicide, il n'a pas eu le courage de retourner l'arme contre lui, et il a détalé. Il essaie de se jeter du haut d'un pont de chemin de fer, baste, il ne le fera pas. C'est l'autre vedette, Monsieur Jean-Pierre Aumont. L'intérêt dramatique du spectacle est pourtant déjà épuisé. La suite nous ramène au couple inévitable de la fille et du marlou. La suicidée est recueillie par les patrons de l'hôtel. Le marlou en tombe amoureux, reconnaît qu'il a été jadis un garçon assez convenable, propose d'aller refaire avec elle sa vie sous d'autres climats. La suicidée l'accompagne jusqu'à Marseille, puis l'abandonne brusquement. Elle ne peut pas oublier le meurtrier, malgré lui, qui croupit à la santé. Il a été lâche, mais ça n'empêche pas l'amour. La femme du donneur de sang est partie avec un chauffeur entreprenant. Le donneur se console avec la fille qui se paie sur ce bon bougre de toutes les avanies qu'elle a subies et médite une vengeance contre son homme infidèle. Elle le dénoncera à deux rivaux. Il reviendra se faire tuer très inutilement par eux. Un soir de 14 juillet,
tandis que la suicidée part au bras de l'élu éternel de son cœur qui a obtenu un non-lieu. On fera à cet écheveau de petits faits divers le même reproche qu'à tous ceux que M. Marcel Carné a déjà mis en scène. Les personnages sont dépourvus de tout intérêt. On répète qu'il ne s'agit pas de morale. Le personnage du garçon qui tire sur sa maîtresse et fiche le camp dès qu'il la voit saigner est fort peu reluisant. On comprend qu'un artiste ait voulu se pencher sur son cas, mais l'espèce d'indulgence fatiguée que lui témoignent M. Carné et M. Janson ne peut être un ressort dramatique. Quant au Marlou, s'il tend son revolver à l'homme venu pour le tuer et qu'il avait eu la chance de surprendre désarmé, cela le regarde. Pour nous, nous assistons à cette autre sorte de suicide avec une passivité qu'une heure et demie d'une telle projection n'a pu qu'encourager. M. Carné a été simplement séduit par le projet de peindre un coin mélancolique et savoureux de Paris. Les eaux, les ponts, les bateaux, les masures et les trains de la Villette. Ces croquis de paysagistes sont en effet pleins de vérité, comme ces petites scènes de mœurs populaires, le repas de première communion dans la salle d'un bistrot, le repas des plâtriers pendant la semaine. Mais cela ne fait que prolonger le documentaire que M. Carné tournait à ses débuts. À Nogent, Eldorado des dimanches. Pour qu'il y ait plus qu'un documentaire, il faudrait l'intervention de la poésie. Le prétexte, péniblement introduit dans cet album parisien, n'est qu'un sous-produit du tolstoïsme d'autrefois. Janson, devenu un industriel à la rebout, débite des clichés argotiques qui sont amusants une fois sur 20, ou des sentimentalités de romance pour accordéon. Je ne sais si je me ferai bien comprendre. Je parle d'une sensation plutôt que d'un jugement. Hôtel du Nord n'a en aucune façon un ton populaire, mais un ton prolétarien. Je ne parle pas ici des opinions politiques de M. Carné. M. Jean Renoir en professe du même bord et qui sont beaucoup plus sectaires, mais elles ne l'empêchent point, de temps à autre, de dominer son sujet au lieu de se rabaisser jusqu'à sa banalité étriquée. La publicité d'Hôtel du Nord converge sur Madame Annabella, qui, depuis plusieurs années, n'avait pas tourné en France. Les maquilleurs d'Hollywood ne l'ont du moins pas défigurée. Elle est toujours aussi jolie qu'au temps où M. René Clair l'a choisie pour le million. Mais sans M. René Clair et les angles multiples sous lesquels il la faisait photographier, il n'y a plus qu'un charmant mannequin. La comédienne possède un répertoire de gestes et d'expressions de la plus désolante pauvreté. Et par-dessus le marché, terriblement suranné. Ce n'est pas l'exemple d'un partenaire aussi faux et affecté que M. Jean-Pierre Aumont qui peut réchauffer son jeu. M. Jouvet est excellent, comme toujours, dans la rosserie. Mais il a peut-être encore plus de mérite à rendre supportable par sa sobriété les flonflons de Janson dans l'idylle. Le seul rayon de bonne humeur du film est fourni par mademoiselle Arletty, d'une gouaille naturelle, qui porte à chaque coup. Tous les petits rôles sont tenus avec beaucoup de vraisemblance, en particulier par mademoiselle Paulette Dubost, monsieur Andrex, monsieur Bergeron.